un vitrail commun à la mémoire de nos parents déportés. Mon père fut secrétaire général de l'Ordre de France et ne cessa pendant toute la guerre, aux côtés du grand rabbin du Bas-Rhin, René Hirschler, nommé aumônier, et de son épouse, Simone Lévy, de porter secours au maximum de Juifs partout en France et aussi aux internés des camps en France. Malheureusement, tous trois furent arrêtés, internés à Drancy, puis déportés ensemble vers Auschwitz le 3 février 1944 par le convoi 67 qui comportait 1214 hommes, femmes et 184 enfants de moins de 18 ans. À leur arrivée, le 6 février à Auschwitz, ils furent sélectionnés avec 66 hommes de ce convoi pour travailler très durement pendant 12 heures par jour avec les coups, les faims, la faim, le froid. Myrtil Weil, mon père, perdra la vie à 34 ans, à la limite de ses forces. Simone Lévy est affectée à des travaux de terrassement à Birkenau. Elle ne résiste pas longtemps, malade, elle sera gazée, elle avait 32 ans. Devant l'avancée des troupes alliées, le 18 janvier 1945, les nazis vont évacuer les déportés qui entameront la marche de la mort. Les SS abattent ceux qui ne peuvent suivre. Le grand rabbin René Hirschler arrive vivant à Mauthausen, mais lorsqu'il prend, pour se protéger du froid, l'emballage d'un sac de ciment, un SS le frappe, René Hirschler succombera sous les coups. Il avait 39 ans. Comme vous tous les donateurs, Alain Hirschler, fils de René et Simone Hirschler, et moi, Françoise Kulfig-Weil, fille de Myrtil Weil, nous avons tenu à offrir un vitrail à la mémoire de nos parents pour cette magnifique synagogue de Cannes, remise en état grâce à l'association des amis de la synagogue et à la volonté et à l'énergie magnifique de notre très cher ami Eliane Terrari. C'est avec beaucoup de plaisir que Monsieur le maire de Cannes, que je représente, vous accueille dans notre ville à l'occasion de la journée européenne de la culture et du patrimoine juif. Et on m'a demandé d'être rapide, donc je vous salue en vos grades et qualités bien chaleureusement. Monsieur le grand rabbin de France, votre présence à Cannes nous touche et nous honore. Elle marque votre reconnaissance et par là même celle de toute la communauté juive de France envers celles et ceux qui œuvrent pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel juif à Cannes. Il appartient à l'histoire locale, celle de tous les Alsaciens. Les écrits et le patrimoine témoignent d'une ancienne et importante présence juive dans la ville. On en trouve des traces dès le XIIIe siècle. En 1350, des sources font état d'une rue juive dans la partie nord-est de la ville. Une communauté y prospérait. En 1885, on y recensait 630 membres. Puis la communauté diminue petit à petit pour ne compter plus que 160 âmes avant la Seconde Guerre mondiale. Celles-ci ont fui ou été déportées pendant le conflit. Et malheureusement, la communauté n'arrivera plus à se reconstituer. La synagogue d'origine de style néo-roman, édifiée au XIXe siècle et rebâtie à plusieurs reprises, sera reconstruite in fine en style néo-byzantin.
Elle s'enrichit de décors hispano-mauresques, évoquant les origines orientales du peuple juif et faisant de cet édifice un patrimoine architectural exceptionnel. Bien que remise en état par 2 fois, elle tombe en ruine. Et c'est en 2013 qu'à l'initiative et sous l'impulsion d'Eliane Ferrari, l'association Les Amis de la Synagogue unit ses forces et ses compétences pour sauver ce bijou art déco unique en Alsace. Les idées et les projets fourmillent alors. Travail de mémoire sur la communauté, rénovation de la toiture, des voûtes, des vitraux, entretien de la maison du rabbin, mise en valeur du mikvé découvert à partir de plans, remise en état du vieux cimetière avec relèvement des stèles, inscription au titre des monuments historiques et bien sûr, visite guidée, exposition, conférences, concerts, musique aux chandelles. Je voudrais aussi évoquer ce lien particulièrement amical et bienveillant tissé entre la ville et la population juive et le judaïsme depuis la fin du XIXe siècle. Dans son livre « Si Tan m'était compté », Marcel Robichon, évoquant la communauté juive de son enfance, écrit « Quel Tanoine avait sa vie liée à celle des concitoyens juifs ?» et d'énumérer les différents liens jusqu'à l'admiration devant les familles respectant scrupuleusement la loi judaïque. Les stèles de l'ancien cimetière, de style gothique pour la plupart, laissent à penser à une grande proximité avec l'Église catholique et les sculpteurs de la collégiale. En 1926, le rabbin touche une rente municipale annuelle et en 1934, le conseil municipal vote favorablement au maintien du rabbinat Ratan. Aujourd'hui, l'association laïque de sauvegarde, dont Madame Ferrari reste la pierre d'angle, est constituée de membres de toutes les confessions et 2 Danoises veillent avec soin sur les 2 cimetières juifs. Aux côtés de la communauté européenne d'Alsace, de la Fondation du patrimoine et du consistoire israélite du Haut-Rhin, la ville participe financièrement aux différents travaux de rénovation et elle soutient l'association au niveau logistique ainsi que par le versement annuel d'une subvention. À très petite échelle, la ville s'engage aussi dans un travail de mémoire. En novembre dernier, par exemple, soucieux de transmettre l'histoire de la Shoah aux jeunes générations, nous avons accueilli la magnifique exposition Des Lumières dans la nuit. Elle a permis à la population et aux scolaires de se réapproprier l'histoire sous l'angle de la résistance des justes parmi les nations. Un Danois a obtenu cette reconnaissance, l'abbé Pierre Bocquet, pour avoir pris part activement au sauvetage de plusieurs juifs qu'ils furent de sa connaissance ou anonymes. Voilà, pour finir, je voudrais féliciter les organisateurs de cette journée pour la qualité de sa programmation et la fluidité du déroulement. Alors, je me suis laissé dire que le rabbin le plus important était celui auquel le plus grand nombre de rabbins importants posent le plus de questions difficiles. Aussi, Monsieur le Grand Rabbin de France, le temps de dédicace que vous nous accorderez après votre conférence très attendue et le concert du ciné-trio attendu également, nous permettra sans doute de bénéficier encore de votre éclairage et de répondre à certaines complexités. Bel après-midi culturel et récréatif à chacun de vous. Mesdames, Messieurs, les personnalités civiles et religieuses, en vos grades et qualités. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui à Pâques pour donner un sens au mot patrimoine, pour faire prendre conscience que toute trace matérielle du passé
appartient au présent et dessine nos responsabilités à venir. Découvrir, explorer, protéger, sensibiliser les concitoyens, c'est leur permettre de s'approprier des lieux et des mémoires qui font leur histoire et qui font société. C'est tout l'objet des journées dédiées au patrimoine, aujourd'hui au patrimoine juif à Thann. La synagogue étant l'un des fleurons qui matérialise la présence juive, son ancrage historique, son rayonnement dans la cité. La synagogue dans laquelle est proclamée partout en France, à chaque célébration, la prière à la République française. La préservation de la synagogue de Thann suscite l'admiration et votre présence à tous, nous le constatons, témoigne du soutien qui lui est acquis. Permettez-moi de rendre hommage, à l'occasion, aux amis de la synagogue de Thann, composée de bénévoles motivés, engagés autour d'actions de préservation et d'animation des lieux en vue de porter la synagogue comme un lieu culturel et pédagogique, accueillant et dynamique. Notre loge du Lébrite, que je représente, tient à honorer notre admirable Eliane Ferrari, elle est là, qui préside et veille farouchement à la destinée de la synagogue, de ses annexes, que sont la maison du rabbin et le mikvé, qui a été mise à jour et valorisée. Il témoigne qu'ici à Thann, une communauté juive a vécu et a fait souche. Permettez-moi de rendre hommage aux représentants du consistoire du Haut-Rhin, ici présents, propriétaires des lieux qui soutiennent toute action qui favorise la connaissance de l'autre, le dialogue, la lutte contre l'antisémitisme, la promotion du patrimoine juif, à travers les sites et les synagogues, en dépit d'une vie juive hélas disparue par les affres tragiques de l'histoire. Permettez-moi encore d'assurer notre amie Eliane Ferrari du soutien du Lébrite Paul Jacob de Mulhouse dans les projets, les événements et les chantiers qu'elle conçoit et qu'elle met en œuvre avec les amis de la synagogue de Thann, toujours animée d'une foi en l'avenir, d'un courage qui lui fait surmonter tous les obstacles et porte la synagogue de Thann jusqu'à la reconnaissance du loto du patrimoine de Stéphane Bern. Nous voulons la remercier de son volontarisme qui indique la voie, qui nous fait espérer que demain sera meilleur qu'hier et qu'aujourd'hui tout se joue dans l'action. Oui, la synagogue de Thann et ses annexes nous parlent d'un temps au passé. Ce bâti de style arago-andalou, exceptionnellement conservé, fait partie intégrante du patrimoine de la ville de Thann et disent aux concitoyens combien il fait partie de leur paysage, mais aussi de leur âme. Merci à eux, merci à vous d'en prendre soin. C'est moi qui prends la parole en tant que président du consistoire stratégique du Haut-Rhin. On voulait bien sûr remercier M. le rabbin de France d'avoir accepté l'invitation. Et quand il dit je viens, on sait qu'on peut compter sur lui. Je salue aussi M. le sous-préfet de Thann et Villers, représentant la Fondation du patrimoine, conseiller d'Alsace, le dialogue interreligieux, etc. Donc chacun a ses qualités, excusez-moi si j'ai oublié certaines personnes. En tout cas, je suis très heureux que l'ensemble de la synagogue soit pleine pour écouter la conférence du grand rabbin Corsia sur le thème de la mémoire. Donc il parlera une demi-heure à 40 minutes. Ensuite, il y aura un moment musical pour poser bien sûr des questions. Il y aura un intermède musical, mémoire et cinéma par le ciné trio, Chloé Silly au violon, Guy Éclair à la clarinette, Alexandre Tissot au piano. Enfin, par la suite, on pourra avoir un verre de l'amitié et en même temps la librairie Pisé proposera les ouvrages du grand rabbin qui les dédicacera juste à l'entrée de la synagogue. Merci encore d'être venus nombreux à ces journées européennes de la culture juive et je passe tout de suite la parole à M. le grand rabbin. Impressionné, au sens que j'ai toujours rêvé de ça. Savoir que
La diversité spirituelle en France n'est pas l'affaire que des tenants de tel ou tel culte. C'est formidable qu'une association qui n'a rien de juif, qui est laïque, tout le monde peut s'investir, tel le consistoire du Haut-Rhin, à préserver cette synagogue dans le paysage de la ville de Thann. Et vraiment, quand vous voyez écrit là-haut que ma maison soit une maison de prière pour tous les peuples, que dit le prophète Isaïe, vous en êtes la réalisation concrète. Donc, il y a un pasteur, il y a un prêtre que je vois, le pasteur, je l'ai raté tout à l'heure, je la vois, elle est juste derrière, elle a changé sa veste, alors elle n'a pas la veste, elle est en blanc, maintenant en noir, mais c'est pas grave, vous ça repérez quand même. En tout cas, merci. Merci aux représentants d'État qui ont fait venir montrer qu'il se passe quelque chose de profondément républicain quand des personnes de cultes différents ou sans culte évident disent juste qu'on veut permettre à l'autre d'exister dans ce qui est important pour lui. Il y a quelque chose d'éminemment républicain. Et vraiment que la Fondation du patrimoine aide à cela, c'est formidable. En plus, la présidente de l'association de préservation de la synagogue s'appelle Ferrari. Il n'y a rien de plus important. Là, on est au taquet. Vous aurez pu vous appeler Bugatti, c'était pas loin, c'est de l'autre côté. Mais on aime bien aussi. Je vais répondre à Madame François, parce qu'elle m'envoie des défis. Que le plus grand des rabbins, c'est le rabbin qui on pose le plus grand nombre de questions, le plus important. Et l'histoire que j'aime beaucoup, qui est l'histoire d'un rabbin éminent, qui était en calèche, il allait de ville en ville et on le recevait de manière incroyable. Tapis rouge, on lui servait en entrée, apéritif sur une assiette, après on lui mettait du chou, 3 poissons, un truc qui fuite. Et à un moment sur la route, son cocher s'énerve et lui dit Rabbi, c'est injuste cette histoire. Je dis quoi, c'est injuste? Rabbi, vous voyez pas, moi je vous dépose devant la synagogue, toute la communauté est rassemblée, ils vous accueillent sur le tapis rouge, moi ils me disent va t'occuper des chevaux et de la calèche, brosse les chevaux, donne-leur à manger, et puis après viens à manger, et moi une fois que je m'occupe des chevaux, de la calèche et de cette histoire, j'arrive tout juste pour le dessert avec la salade de fruits et la glace. Et j'ai raté la choucroute aux 3 poissons. Chaque fois ça me fait le coup. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas, Rabbi, on ne peut pas. Quoi? Changer? Comment ça changer? Vous vous mettez à la place du cocher, moi je prends votre redingote, puisqu'ils vont voir, je vous l'ai dit, nous on va complètement, et il dit d'accord. Donc le rabbin se met à la place du cocher, prend la vie du cocher, le cocher se met à la place du rabbin, prend la vie du rabbin, et ils arrivent dans une grande ville. Là. Et ils arrivent. Donc ils ont le tapis rouge, machin, ils font les chevaux avec les 3 poissons, le machin. Les gens accueillent le cocher, mais qui est habillé en rabbin, c'est le rabbin. Et ils disent au rabbin qui est en cocher, bah tiens, va t'occuper des chevaux, brosse-les, donne-leur à manger, et puis il arrive, on t'arrête. On passe merveilleusement bien. Puis à un moment, un silence se fait dans la salle. Le rabbin de la ville se lève et dit Rabbi, on est tellement heureux de vous recevoir, et on a prévu pour vous une question terrible qu'aucun rabbin n'était capable de solutionner. Est-ce qu'on peut vous la poser? Bien sûr. Et donc il pose une question, mais à mourir. À ce moment-là, le rabbin, qui est en cocher, rentre par le fond de la salle pour s'installer, rappeler un peu de dessert. Et le cocher, quand il entend enfin la question, il dit au rabbin de la ville, c'est pour ça que vous me dérangez. Mon cocher pourrait répondre à votre question. Voilà, donc moi je ne sais pas si je peux répondre à toutes les questions. En tout cas, je saurais me débrouiller avec le cocher. Bien. Prévu un programme, un machin. Je trouve qu'il n'y a rien de plus incroyable que la mémoire. Rien. Parce que la mémoire, c'est un oxymore permanent. Qu'est-ce que la mémoire? C'est transmettre ce qu'on a reçu. Qui dit transmettre, dit retranscrire de la même façon. Ça nous empêche d'innover. Or, le monde a changé. Le monde change. Donc, comment faire à la fois une transmission de ce qu'on a reçu et en même temps innover, répondre aux nouvelles questions du monde? C'est une grande question qui n'est pas uniquement basée sur la mémoire d'un groupe humain. L'enseignement. Quand on nous dit que 80% des métiers qui seront ceux de nos enfants n'existent pas encore,
on se dit à quoi ça sert de leur faire des études où on leur apprend les métiers d'avant. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt changer la façon de comprendre? Comment régler cette sorte de contradiction entre mémoire et innovation? C'est ce que je voudrais aborder avec vous, avec une petite réflexion simple sur la réalité qui est que mémoire et transmission, c'est toujours transformation. Vous savez, quand on était petit, on jouait à un jeu, on ne peut plus dire comment il s'appelait ce jeu. En gros, je vais voir le sous-préfet, à l'oreille, je lui glisse un message, lui se penche sur sa voisine, on comprend évidemment, et il lui redit le même message, il va voir notre ami, etc. Tac, 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 tac. Ça réussit, c'est complètement différent. L'idée, c'est on transmet, mais on transforme, chaque fois. On transmet, mais on transforme. Or, je pense que toute transmission, y compris celle qui se veut à l'identique, est une transformation. Vous prenez par exemple la Bible, qui est donnée en hébreu, transcrite, traduite en grec, Septante. Le grec est traduit en latin, c'est la Vulgate. Et à un moment, Nicolas Delire se dit il serait temps peut-être de venir à traduire de l'hébreu au français directement, parce qu'en tout, célèbre un champenois pour sa première traduction en français. Et toutes les autres traductions en français vont s'inspirer de la sienne. Ce qui est important, c'est qu'il est impossible de transmettre quelque chose sans le transformer, sans y ajouter quelque chose. Et donc, en fait, toute transmission est déjà une forme d'innovation. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que on pourrait dire qu'il suffit de transmettre exactement à l'identique, et la mémoire, c'est une mémoire identique. C'est pas possible. C'est pas possible parce que, et on pourrait se dire qu'on n'a qu'à inventer tout. On a des fois le fantasme de toujours vouloir inventer les choses. Calmons-nous. Le Talmud dit, tout ce qu'un étudiant authentique sera amené à innover, les Chadesh, en hébreu, innover, a déjà été donné à Moïse sur le mont Sinaï. On ne peut que retrouver ce que Moïse a reçu de Dieu. Et il faut comprendre que puisque nous sommes, il y avait le best-seller, l'un des premiers best-sellers au XIIe siècle, ça s'appelait L'imitation de Jésus-Christ. Un livre qui dit en gros ce que le judaïsme dit, c'est-à-dire que on fait les choses comme Dieu. Regardez par exemple le 4e commandement, respecte le Shabbat. 6 jours tu travailleras, le 7e tu arrêteras de travailler, car moi l'Éternel, en 6 jours j'ai créé le monde et le 7e j'ai arrêté. Donc Dieu travaille 6 jours, il crée le monde en 6 temps, et le 7e il arrête de créer. Nous on travaille 6 temps, 6 jours, et le 7e on arrête de créer. On fait tout par imitation de Jésus. Pour les chrétiens, imitation de Dieu pour nous, et ça va loin, parce que dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on voit bien que l'idée c'est de faire comme. Et le judaïsme a cette idée très forte qu'on doit faire comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, par exemple, est allé visiter Abraham qui était malade. Nous devons aller visiter les malades, parce que quand nous allons visiter les malades, c'est comme si Dieu nous envoyait. Nous étions comme des anges envoyés par Dieu pour accomplir ce commandement. Donc, on pourrait se dire, le sentiment qu'on innove, donc tu n'innoves rien, tu fais comme. Tu fais comme Dieu, tu fais comme les patriarches, tu fais comme les maîtres éminents, tu fais comme eux. On redit, on refait, on redécouvre. Mais Dieu lui-même, de lui, il est dit qu'il est Mechadesh, Betou, Becholium, c'est vérifié. Dieu renouvelle tous les jours la création du monde. Nous, on croit que c'est le même monde qui continue. La réalité, c'est que Dieu le renouvelle tous les jours, le réinvente tous les jours. Donc il y a bien cette notion d'innovation. C'est le même et plus le même. Regardez, on nous présentait cette synagogue de manière merveilleuse. Une synagogue en style néo-byzantin. On reconnaît le style néo-byzantin, par exemple, à ce qu'on appelle les courbes outrepassées. Vous avez un peu plus que la courbe. Une courbe outrepassée, c'est un style néo-byzantin. Ça veut dire qu'il y a un style byzantin et un nouveau style byzantin. Donc c'est un style byzantin, mais pas byzantin. C'est néo-byzantin. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'ici, dans cette salle, quelqu'un a une Fiat 500 immense? C'est quel modèle? Hein? Ah, la XL. Ah ouais. C'est bien aussi. C'est la X, la 4 portes. C'est bien. Un peu d'absèche, mais c'est pas grave. Regardez, Fiat était à la ramasse complète. Fiat, à la ramasse. Il faut
dire honnêtement, en voiture, je m'y connais un peu mieux qu'en Bible. Ils avaient la Punto, la Uno, enfin pas des voitures qui font rêver honnêtement. Ils ont relancé la Fiat 500. Vous vous rappelez les vieilles Fiat 500 au Modiao? Ils ont refait une Fiat 500 qui est une Fiat 500 sans être une Fiat 500. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé l'esprit de la Fiat 500 en transformant cette voiture pour la rendre contemporaine avec l'ADN initial. C'est la même chose avec la Mini 1000. La Mini 1000, vous voyez ce que c'était, la voiture anglaise, machin. Ils ont refait une Mini, alors une Mini, direction assistée, des airbags de partout, des trucs qui passent, tout ce que vous voulez. C'est une Mini, c'est une Mini. Comme cette synagogue, c'est la synagogue de Cannes, mais c'est plus la synagogue initiale de Cannes. C'est un style néo-byzantin, mais c'est pas un style byzantin. Moi j'étais rabbin de Reims, je n'ai jamais vu, pardon, mon père était ma cathédrale, parce que c'est cette cathédrale. J'ai jamais vu la cathédrale sans un échafaudage. Jamais. Parce que on répare toujours d'un côté ou de l'autre. Et c'est une des grandes questions qui a été posée par un grand philosophe. Quand Christophe Colomb entame la traversée pour découvrir l'Amérique, il a 3 caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. On prend l'exemple de la Pinta, il prend la Pinta, il fait la traversée, il y a des planches qui ont été abîmées, il change ces planches. Quand on fait le retour, il change encore de planche. Au bout de 5 traversées, il n'y a plus une planche d'origine sur la Pinta, et pourtant c'est toujours la Pinta. C'est donc la même et plus la même. La réalité, c'est que nous fonctionnons comme ça. La mémoire fonctionne dans une transmission et une adaptation. Et je vais essayer de vous donner une histoire qui va vous illustrer en 2 secondes et demie. C'est l'histoire d'un rabbin qui reste 40 ans dans sa communauté. Ça me permet d'avoir une pensée émue pour le grand rabbin Dreyfus qui nous a quittés hier soir, le grand rabbin du Haut-Rhin, quelques années, un siècle et demi, après le grand rabbin Katzenelnbogen. Yvan, tu as vu comment je l'ai bien dit celui-là? C'est dur à dire, croyez-moi. Il était à Witzenheim, j'ai placé Witzenheim et Katzenelnbogen. Bref, j'ai une pensée pour Jacques Dreyfus que j'aime beaucoup et qui est enterré d'ailleurs hier soir, après son décès chez eux. Ce rabbin, 40 ans dans sa ville, au bout de 40 ans, il dit à la communauté, quand le président me dit voilà, je vais me retirer, je vais ouvrir un concours pour trouver un nouveau rabbin. Oui, d'accord. Et ils ouvrent un concours. Il y a une dizaine de rabbins qui se présentent, la communauté définit une shortlist, 2 jeunes rabbins, un jeune rabbin formidable, extraordinaire, dynamique, et un autre rabbin, jeune, extraordinaire, formidable, dynamique, et en plus, fils de l'ancien rabbin. Bon, ils discutent, ils passent chacun un Shabbat dans la communauté, c'est formidable. Le conseil d'administration se réunit et décide de recruter le fils de l'ancien rabbin. Formidable. Tout le monde vient à la synagogue, les anciens, les jeunes, les femmes, la Vissou, le Bénébri, ils s'occupent de tout le monde. Formidable. Mais il y a des petites différences, vous voyez. Son père commençait les offices tôt, lui il commence tard. Son père priait lentement, lui il prie plus rapidement. Il y a des trucs que son père permettait, lui il interdit. Il y a des trucs que son père interdisait, lui il permet. Donc, au bout de 3 mois, ils font une réunion de conseil, ils disent voilà, monsieur Rabbin, on voulait faire un peu de point avec vous. Il y a un problème? Non, tout va très bien, mais on est un peu désarçonné. Quand vous êtes désarçonné? Il dit oui, parce que, vous voyez, votre père, il commençait tôt, commençait tard, il priait lentement, priait vite, il y a des trucs qui permettaient, interdits, bref, c'est différent. Il y a un peu du tout, je vous assure, je fais exactement comme mon père. Voilà, monsieur Rabbin, on est tous là, ne prenez pas pour des idiots, on voit bien. Il y a je vous assure, je fais exactement comme mon père. Mon père faisait comme il voulait, et moi je fais comme je veux. Je fais exactement comme je veux. C'est très profond. L'air de rien, c'est une façon de dire que la mémoire, on la transmet en fonction de ce qui est important au moment où on transmet. On voit bien à quel point dans notre histoire en France, on a construit rétroactivement des mémoires qui n'étaient pas toujours vraies. Prenons l'exemple de la guerre. Si vous voyez, moi, ce que j'ai vu à Auschwitz, parce que j'ai fait un rapport au président de la République, au Premier ministre en 2002, et j'ai vu que c'était le CRDP de Besançon qui, en 1974, avait fait le pavillon français d'Auschwitz, et jusqu'en 2005, ce pavillon français d'Auschwitz racontait l'histoire que nous étions tous des résistants.
Et pourtant, quand j'ai fait cette note au président de la République remise, c'était bien après le 17 juillet 1995, où Jacques Chirac avait dit ce jour-là, la France commettait l'irréparable. Parce qu'on était lassé sur l'idée qu'il fallait une mémoire qui nous rassemble tous. On était tous des résistants. La réalité, c'est que Jacques Chirac a eu 1000 fois raison. Je veux dire que malheureusement, c'est pas la réalité. On ne construit pas une vérité sur un mensonge. Ça n'existe pas. Et donc, vous voyez, la mémoire, on l'utilise en fonction des impératifs du moment. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus profond ce que j'ai à dire avec l'histoire de Romain. C'est qu'au fond, oui, chacun fait la même chose, mais avec des impératifs différents, parce que les moments sont différents. Parce que parfois, il faut mettre l'accent sur tel moment de notre histoire, et à d'autres occasions, il faut mettre l'accent sur d'autres moments aussi importants, mais différents de notre histoire. Et finalement, on arrive à s'enfermer dans un passé qu'on mythifie, un passé qui, du coup, génère aussi des intégrismes, des formes de repli sur soi. Et je me dis qu'aujourd'hui, travailler sur cette question de mémoire est absolument essentiel pour le vivre ensemble, pour que finalement, à travers nos différentes traditions, nos différentes mémoires, et on voit bien aussi les mémoires différentes selon les générations qui peuvent arriver à ne plus se comprendre et se parler. Donc bien finalement, cette chose-là est essentielle pour une nation, pour une communauté, de pouvoir partager et accueillir les mémoires des unes des autres. Donc merci en tout cas pour cela. Mon père, vraiment, je trouve que dans ma vie, moi j'ai travaillé avec les armées, et je me rends compte à quel point une mémoire bloquée, qu'on appelle en termes techniques un stress post-traumatique, empêche d'aller plus loin. Cette mémoire vous dévore tous les jours. Vous n'arrivez pas à l'intégrer dans votre vécu plus large, vous n'arrivez pas à dépasser ce stade. Et il faut vraiment un travail de psychiatre, un travail d'accompagnement lourd parfois, pour dépasser cette mémoire traumatique. Et on le sait, chacun et chacune dans nos vies, on a parfois des moments où on n'a pas besoin de faire la guerre, on va avoir des moments traumatiques. Et c'est important d'être accompagné parfois dans l'intégration de cette mémoire dans une mémoire plus large. C'est vrai qu'on vous dit qu'il n'y a que 10% qu'on retient, parce que vous vous rendez compte le drame si on n'oublie rien. Et il y a un des cadeaux de Dieu finalement, c'est l'oubli. C'est-à-dire qu'on est capable de ne pas souffrir autant maintenant qu'on a souffert quand un événement traumatique nous est arrivé. Imaginez les deuils, par exemple, si on avait toute notre vie le manque, la souffrance au moment d'un deuil. On ne pourrait pas vivre. Ce cadeau de Dieu qui fait que la mémoire se dissipe et devient moins traumatisante, c'est quelque chose, c'est vraiment un cadeau, c'est quelque chose d'important. Il n'empêche que parfois des moments traumatiques deviennent des moteurs pour construire l'avenir. Désir de revanche, désir de réparer quelque chose, j'ai pas été à la hauteur dans quelque chose et je veux réparer le monde, ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, la réparation du monde. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne mémoire ou de mauvaise mémoire. Il y a une mémoire qui va m'aider à construire quelque chose à la fois de moi et de mon rapport à l'autre, de mon rapport au monde. Madame le pasteur. Pour terminer ces interventions, que vous dire après cette brillante conférence du Grand Rabbin de France? Je pense que comme moi, vous avez apprécié à la fois la richesse, le contenu, l'exposé qui est fait, avec les petites touches d'humour qui viennent agrémenter cette intervention. Vous avez pu apprécier comme moi la mémoire du Grand Rabbin de France sur la composition de la S Saint-Étienne, au temps où les Verts étaient les maîtres de l'Europe. Voilà. Est-ce que Monsieur le Grand Rabbin de France a la même mémoire rugbyistique qui est la thème d'actualité? La mémoire est courte quelquefois. Sur la dernière Coupe du Monde et la composition de l'équipe de France. C'est une bonne question. Le plus grand rabbin est celui à qui on pose la question la plus difficile. Je n'ai pas la réponse, donc je ne vais pas lui poser. On n'aurait pas cette outrecuidance. C'est outrecuidance. Pour ne pas dire cette question déplacée. Il y a effectivement une tension importante entre la mémoire et puis l'innovation.
cette tension fait que chacun peut avoir, je dirais, la tentation de se faire sa propre vérité à partir de sa propre vision et sa propre perception de la mémoire et un peu de l'histoire. Et je pense que la valeur et la mission de l'État est d'éviter que chacun se fasse sa propre mémoire, sa propre vision de l'histoire, sa propre interprétation de l'histoire, et que l'on est dans une société et que cette mémoire est collective. Même si on doit la conceptualiser et l'adapter au temps présent, il faut absolument que l'on conserve les principes essentiels de la République, qui sont la solidarité, le respect de l'autrui et la volonté de vivre ensemble. Et je pense que nous avons, avec cette intervention du Grand Rabbin de France, une grande leçon de sagesse à retenir. Mais je vais juste répondre à sa question. Ça n'a pas été que je n'ai pas répondu à une question dans ma vie. Oui, je préfère le foot que le rugby. Mais, il y a une règle essentielle dans le rugby. C'est qu'on ne peut pas, à la main, passer le ballon en avant. Au pied, on peut, pas à la main. À la main, vous devez passer le ballon en arrière. Symboliquement, cher monsieur le préfet, pour moi, c'est comme la mémoire. Vous pouvez transmettre la mémoire en arrière pour que celui ou celle à qui vous transmettez soit obligé de refaire un peu du chemin que vous avez déjà fait, mais pour le vivre à sa façon, c'est-à-dire le réinterpréter à sa façon. Et la véritable mémoire, c'est en ça que ce que vous avez dit était vraiment lumineux, c'est pas adopter la même mémoire que tout le monde, mais c'est conjuguer sa mémoire à la mémoire des autres pour ne jamais opposer une mémoire à l'autre. On peut avoir des mémoires segmentées, mais qui se conjuguent toujours. Si on se conjugue, on fait nation. Et donc voilà ma petite réflexion sur le rugby. Vous êtes allé me chercher à mauvais escient, parce que je pourrais vous étonner sur la composition de l'équipe de rugby de la Coupe du Monde, mais prions pour qu'on réussisse à la gagner aussi, celle-là. Voilà.